Donc, autour de la table, Mecca Brunel, bonjour Mecca, qui vient nous rejoindre et j'en suis absolument ravi. Ancienne patronne de Gessina, j'avais oublié le nom de la foncière, dites donc. Aujourd'hui administratrice de société, comme Françoise Gris, bonjour Françoise, merci de nous rejoindre, multiples casquettes et aujourd'hui aussi administratrice de société. Jérôme Matisse, salut Jérôme, salut prof Stéphane. d'éco à la Sorbonne et à la Dauphine. À Dauphine. Parlons de choses sérieuses. Parlons de choses sérieuses. Et auteur d'un blog, La finance au cœur de nos vies, dont je ne sais pas s'il a été revitalisé depuis que j'en parle. Pas encore, mais bientôt. Oui, voilà, bientôt. Ça, bientôt. Va falloir s'en occuper. Non, et puis, alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais avec FTX, enfin, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est absolument passionnant. Mais, Mecca, c'est toi qui m'as alerté là-dessus, en fait, quand on réfléchissait vendredi à d'éventuels sujets. Et il se trouve que les choses se sont accélérées pendant le week-end. Ça reste d'ailleurs un truc incroyable que les États-Unis d'Amérique mettent une semaine à obtenir des résultats, mais bon, c'est aussi les votes par correspondance et tout ça. Un mois fini tamponné. Oui, ça reste incroyable. Mais, donc, ce qui était une défaite républicaine est en train de se tourner en déroute. Donc ça y est, là, ils n'auront pas la majorité au Sénat. Et puis peut-être même d'ailleurs qu'il y aura 1 voire 2 sièges d'avance avec le compte de la vice-présidente, bien sûr. 1 voire 2 voix d'avance pour les démocrates, ce qui change d'ailleurs beaucoup de choses. Je l'ai appris en ce qui concerne la direction des commissions. Et c'est assez important dans le fonctionnement du Sénat. Et puis même à la Chambre des représentants, il n'est pas du tout sûr qu'à l'arrivée, ils arrivent à avoir la majorité, les Républicains. Déroute des candidats trumpistes. Je vais citer d'ailleurs, je vais me permettre de citer Jean-Éric Brana, qui est pour moi depuis une bonne dizaine d'années, sans doute celui qui analyse le mieux ce qui se passe aux États-Unis et qui, allez voir son compte Twitter notamment, il est remarquable, et qui dit qu'il faut regarder ce qui s'appelle les secrétaires d'État dans les élections régionales et locales. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, Mecca. Et l'ensemble de ceux qui étaient, ce que les Américains appellent les deniers, ceux qui rejetaient le résultat de l'élection présidentielle, ont été battus, tous. À plat de couture. Donc il s'est passé un truc, là. Ben, il s'est passé un truc, c'est assez intéressant. Il faut attendre un peu, parce que les États-Unis, c'est toujours très compliqué, il faut avoir le temps, etc. Mais le Trumpisme a été battu pour, à mon sens, pour 2 raisons. On va voir ce que ça va donner. La première, c'est que l'excès commence à fatiguer et que les affaires dans lesquelles il est mêlé, finalement, ça commence à percoler et à sortir. Et d'ailleurs, on a vu Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, prendre un peu ses distances avec le Trumpisme, alors qu'il en a beaucoup profité, finalement, de Trump. Et la deuxième chose, c'est le vote des femmes. Les femmes, ayant été attaquées, notamment sur l'avortement, ont considéré que enough is enough, comme ils disent, et maintenant ça suffisait, et ont voté massivement pour les autres candidats, pour les candidats démocrates, contre les Trumpistes surtout. C'est les Trumpistes qui ont été battus à plat de couture. Et finalement, il y a une exception sur un État qui a inscrit l'avortement dans sa constitution, mais les autres États sont dans une situation beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est vrai que c'est un tournant même d'un point de vue de la gouvernance mondiale et de ce qui se passe, cette année 2022 étant une année très spécifique. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, franchement, enfin, c'est cette fameuse phrase de House of Cards, « Democracy is so overrated », c'est-à-dire, voilà, la démocratie, c'est fini. La démocratie a de beaux restes. Voilà. Quand on donne le droit de vote, il faut qu'on puisse s'en servir. Et c'est très bien que les femmes s'en servent. Moi qui suis d'origine iranienne, je salue cela avec beaucoup de force. Ouais, c'est sûr. Françoise Alors moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même le levier et le chemin par lequel on arrive à ce résultat-là. Parce qu'effectivement, l'analyse à plat, c'est celle que on vient de partager, mais je pense que le levier sociétal et le levier de droit à l'avortement a été déterminant. Et moi qui suis toujours un peu triste quand les débats plus globaux sont posés un peu par le petit bout de la lorgnette, non pas que le sujet du droit de l'avortement soit un petit bout de la lorgnette, mais enfin ce n'est qu'un aspect du sujet de la gouvernance plus globale aux États-Unis. En fait, c'est un peu la preuve qu'on arrive à toucher une masse sur des sujets un peu globaux que par un angle particulier. Ce qui est un peu ma réserve par rapport à ça. C'est pas un sujet particulier quand même, François. Non, mais c'est un sujet extrêmement important. Je ne suis pas en train de dire l'inverse. Je dis simplement que ce n'est qu'un des aspects. Il y a des sujets sur la gouvernance aux États-Unis, ce qui s'est passé sur les élections et l'espèce de mini-putsch, etc. Enfin, j'ai le sentiment que... Enfin, ce sont des sujets qui n'ont évidemment rien à voir, mais ce sujet touche moins l'opinion que
le sujet de l'avortement qui évidemment les touche dans leur vie, dans leurs droits fondamentaux d'individus. Et quelque part, ça dit quelque chose quand même sur les leviers qui vont nous permettre de faire vivre une démocratie dans le futur. On va plus fonctionner sur des, me semble-t-il, sur des cadres un peu théoriques, une adhésion à un ensemble de valeurs. Il faut qu'il y ait des angles. Alors, un angle extrêmement important, c'est pas du tout ce que je suis en train... Enfin, je dis pas l'inverse, mais quand même, ça dit quelque chose sur ce qu'il va falloir faire pour arriver à maintenir nos cadres de gouvernance qui sont bien plus globaux que ça et qui ont des enjeux infiniment plus larges. Oui, je me demande si cette affaire d'avortement aurait eu le même impact s'il n'y avait pas eu la révolte, voire la révolution en Iran, en cours. Parce que je pense quand même que de voir des femmes se lever pour dire ce ne sont pas que des symboles, mais ce sont tous les droits qui sont impactés par tout cela, c'est pas quelque chose qui petit à petit commence à percoler dans la tête des femmes et des hommes ailleurs dans le monde. Tu connais les Américains, Mecca, visiblement, très bien et tout, avant qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe ailleurs. Oui, je sais pas. Comme ils disent assez régulièrement, c'est l'autre continent, voilà, une espèce de truc global là. Oui, mais les zones EMEA des grandes compagnies, des grandes multinationales américaines. Je sais pas. On verra dans l'année ce qu'il faut à faire. En tout cas, je pense que de toute façon, il y a un mouvement d'ensemble et c'était pas. Je sais pas. Ce truc sociétal, ça va quand même au-delà, à mon avis. Ça impacte tous les droits des femmes par ailleurs. Donc, il y a des femmes et mobilisation des jeunes quand même. Mobilisation des jeunes. Bref, en tout cas, la radicalité effectivement fatigue. Jérôme, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que dès qu'on touche à un aspect important de la sphère privée, les gens prennent les choses à bras-le-corps. Je connais des citoyennes américaines qui ont pleuré quand elles ont vu cette nouvelle. Elles sentaient qu'elles étaient touchées dans leur chair. Et on se rappelle aussi en France que le mariage pour tous a poussé beaucoup plus de Français dans la rue que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, 10 fois plus. Donc, dès qu'on touche à un élément de la sphère privée, les gens, tout à coup, se sentent parfois meurtris dans leur chair, ou au contraire, on sabre le champagne. C'est selon, si je pense au mariage pour tous. 10 fois plus. Je n'avais pas ce chiffre. Il y avait plus d'un demi-million de gens pour le mariage pour tous, et les Gilets jaunes, ils étaient 60 000 au plus fort. Oui. Donc, cassé plus. Beaucoup plus. Oui, il y a plus. Tiens, puisqu'on est dans des petits éléments pour démarrer, moi, alors, je suis sûr que je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé autour de Téléperformance. C'est absolument passionnant parce que c'est le deuxième après. Donc, on va voir ce que j'appelle ESG Warning. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le tweet du ministre colombien du Travail qui annonce donc par un tweet, c'est quand même un truc de dingue parce que Téléperformance, donc numéro 1 mondial de ce qu'on appelle maintenant la relation client, c'est plus les call centers. Téléperformance dit qu'ils n'ont pas été saisis par le ministère du Travail colombien d'une éventuelle enquête. Donc par un tweet, il annonce que la Colombie va enquêter sur les conditions de travail. Alors, c'est un sujet à de multiples entrées d'ailleurs. Conditions de travail du côté de ce que Téléperformance fait sur la modération de TikTok et notamment des vidéos TikTok. Il faut savoir que Téléperformance emploie plus de 40 000 personnes en Colombie. Et donc, après ce tweet, le titre va être suspendu, titre Téléperformance, c'était jeudi, après avoir perdu 33%. C'est un titre du CAC 40, Téléperformance, pas Orpea, c'était pas au CAC 40. Là, c'est un titre du CAC 40. Bon. Donc là, ils ont récupéré quelques pourcents, mais enfin... le mal est fait d'une certaine manière. Ils ont lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros pour rassurer tout le monde. C'est ce que vous auriez fait aussi, Françoise. Oui, c'est un peu comme quand on injecte. Oui, il faut injecter de l'argent. Il faut injecter de l'argent pour essayer de dire non, tout va bien, etc. On y croit. Probablement les moyens. Mais oui, c'est... ESG warning, ça y est, quoi. C'est l'équivalent d'un profit warning sur une alerte ESG de gouvernance. Oui, alors... Enfin, sociale, en l'occurrence. Et qui arrive par un canal... qui est quand même tout à fait compté. Enfin, je ne connais pas bien évidemment la situation qui provoque ce tweet, mais enfin bon. Alors pour être très concret, il y avait d'abord eu une enquête journalistique, notamment le Time Magazine, qui avait commencé à il y avait d'abord eu une enquête journalistique à mettre quelques faits derrière tout ça. Exactement, à mettre quelques faits derrière tout ça, mais c'est bien le tweet du ministre colombien du Travail qui a provoqué ce tweet. Mais le risque de réputation autour de ESG, c'est un sujet qui est en train de devenir un sujet une vraie préoccupation des conseils d'administration et des équipes de management, parce que oui.
il y a des risques importants. On est dans le monde alors là, pour le coup, du grand public, etc. Et c'est vrai qu'on vivait jusqu'à présent quand même dans un univers où les normes, les déclarations, tout ça n'était pas très, très carré. Voilà. Et on était rarement sanctionné. Enfin, il est 33% en bourse pour une boîte du CAC 40. Il faut annoncer un profit warning de malade pour prendre une telle sanction. C'est un sujet qui, comme disait Françoise, prend de plus en plus d'ampleur. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis des tas de normes, des tas de yaka faucons sur le ESG. On va remplir TCFD qui a été voté la semaine dernière, va obliger nos entreprises à remplir des tonnes de papier, dans un sens comme dans l'autre. ISSP, sous la direction d'Emmanuel Faber, a sorti aussi des normes qu'il faudra commencer à analyser. J'ai regardé le pavé, je ne l'ai pas encore lu. J'espère que quelqu'un va sortir un digest pour retraiter. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a pensé que tout ça, c'était des éléments de communication. Et en vérité, comme le disait Françoise, les problèmes de réputationnels deviennent de plus en plus importants et posent un problème de gouvernance et de responsabilité des conseils d'administration et de la gouvernance des entreprises, d'une manière générale, dans des domaines qui deviennent très compliqués. Parce qu'un tweet, il y a des millions de gens qui le regardent dans le monde, et ça a fait avant l'enquête du ministre du Travail de la Colombie, pour qui j'ai énormément de respect, mais dont j'avais jamais entendu parler, ça ne concernait que le ministère du Travail de la Colombie et très localement. Là, ça sort dans le monde entier et il faut qu'à un moment donné, le dirigeant en France se réveille et se dise « Oups, l'enquête du Time Magazine, j'aurais dû le lire un peu plus attentivement et mettre mes avocats, mes communicants, etc. dessus pour regarder. Et puis surtout, regarder quelles sont les mitigations possibles. Ça va devenir ce problème de gouvernance et de formation des conseils d'administration et de capacité de résilience et de résistance, ça va devenir le vrai sujet de la gouvernance mondiale. Et je trouve que c'est un peu injuste que ça s'adresse qu'aux entreprises. Ça devrait s'adresser aussi au gouvernement, aux institutions, à l'ensemble de l'écosystème et pas simplement aux entreprises et notamment côté. Ça s'adresse au gouvernement par le biais du vote, Meka, ce dont on a parlé le coup d'avant quand même. Ça s'adresse au gouvernement par le biais du vote, mais le vote peut être biaisé par tel ou tel sujet émotionnel, etc. Dans les entreprises, ça entraîne des différences. J'y pensais en voyant les documents que tu nous as passés, le fameux tweet. Je me disais, oh là 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 là. Les équipes de direction doivent être dans un état. Le conseil, que fait le gouvernement? C'est quand même 10%, juste préciser, c'est 10% de leurs effectifs quand même en Colombie, les performances. D'ailleurs, c'est sur une activité qui représente pour l'instant que 7% de leur chiffre d'affaires, la modération des contenus des réseaux sociaux, mais qui est évidemment une activité en pleine croissance, malheureusement. Cela dit, bien sûr, alors, la responsabilité sur ce qu'on raconte, mais l'alignement entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait. Il va falloir revenir aux fondamentaux. Et aller plus loin. Alors, je pense que c'était des vérifications qui étaient faites, mais quand même, jusqu'à un certain point, entre je m'engage sur tel ou tel sujet, je vérifie que toutes mes pratiques, les plus loin ou les plus opérationnelles qu'elles soient, sont conformes à ce que je dis. Je fais ce que je dis. Et c'était pas, ça paraît, il faut pas caricaturer, mais enfin, on était quand même dans de la communication, donc ces vérifications n'étaient pas tout à fait complètes. Et puis surtout sur un reporting du passé, c'est-à-dire on disait ce qu'on avait fait. Là, il faudra qu'on se projette sur la période à venir. Donc, on n'est pas simplement, et c'est pour ça que l'éducation, tout le système de formation et d'éducation de la chaîne devient important, sachant que les États ont des lois différentes et que ça s'interprète tout cela. Y a pas, oui, tu parlais de warning, il y en a eu plusieurs pour cette entreprise. Comme tu disais, ils emploient 400 000 personnes dans le monde, 10%, 40 000 personnes en Colombie. Mais regardons déjà pendant le Covid, en France, il y a des syndicats sur les sites de Belfort, dans le sud de la France, etc., qui dénonçaient le fait que l'entreprise ne respectait même pas les bases, les règles sanitaires. Non, c'est pas normal qu'on ne respecte pas les règles sanitaires mises en place par les autorités publiques au sein des bureaux en France. Non, ce que je veux dire, c'est normal que les syndicats, sur des jobs, en plus, qui sont des jobs difficiles aujourd'hui... Si tu regarde l'actualité qui s'est parfois emparée du sujet de cette entreprise Téléperformance, elle est surtout connue pour avoir gagné des parts de marché en rognant sur les salaires, en rognant sur les conditions de travail. T'as raison, il y avait un terreau, c'est ça que je dis. Elle représente quelque part ce qui est détesté dans le capitalisme. Alors là, heureusement, j'ai envie de dire, il y en a à qui ça plaît,
le titre dévisse en bourse, ce qui renvoie à l'idée que l'actionnaire paye un petit peu sa poursuite effrénée du profit. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'affaire Buitoni, les pizzas contaminées, le titre n'a pas du tout dévissé, puisque Buitoni fait partie du consortium Nestlé qui est géant, et le titre Nestlé n'a même pas vacillé en bourse. Donc il y a des cas qui sont encore pires. Je veux dire, il est important d'aligner l'intérêt de l'actionnaire sur celui aussi des employés, de ce que veut la société civile, etc. Et quand il est trop éloigné, c'est ce qui apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui crachent sans cesse sur le capitalisme. Alors que le capitalisme fait aussi de belles choses, ne fait pas que ça. Non, mais bien sûr. Mais c'est... Oui, tu as raison. Il y avait un petit héros qui, à un moment, la poudre était sèche, voilà, on va dire ça, et une petite allumette fait... Non, juste moi, il se trouve qu'au moment où on créait cette chaîne, on s'interrogeait, etc., sur la forme qu'elle devait prendre, j'avais eu la chance de rencontrer le patron de YouTube pour l'ensemble de l'Europe. Cette activité de modération, notamment des vidéos, c'est quelque chose, mais d'épouvantable. D'épouvantable. Et donc, ils sont obligés, et tout ne peut pas se faire automatiquement. Il y a énormément de choses qui se font automatiquement, mais tout ne peut pas se faire automatiquement. Et donc, vous êtes quand même là avec un job pauvre. Donc, eux ont évidemment des procédures de soutien psychologique, de shift très rapide. Tu restes, je crois que c'est 15 minutes, pas plus, enfin voilà, etc. Mais là, il y a un sujet... impossible à adresser. De modération. Oui. De modération, impossible à adresser, vu ce qui peut circuler sur les réseaux. Jérôme, tu avais envie de parler, alors c'est vrai que c'est le sujet du moment, et puis on va en parler toute la semaine. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. C'est un sujet dont on a déjà parlé d'ailleurs ensemble en partie la semaine dernière, l'histoire de l'immigration économique. J'ai été frappé par... un contraste, on va dire ça comme ça, ce week-end, entre donc, toute la polémique qui rebondit d'ailleurs avec les déclarations de Gérard Collomb récentes, donc les débats enflammés autour de l'Ocean Viking, et puis le point de vue d'un économiste comme Philippe Aghion, donc... je parle sous ton contrôle, mais... Il est au Collège de France. On peut avoir, si on a un prix Nobel un jour, Philippe Aghion... pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Enfin, c'est quand même un gars... oui, bien sûr. Une grande stature, oui. Et qui dit la France est le pays de l'OCDE, où les résultats scolaires sont le plus fortement corrélés à l'origine socio-économique, autant dire... Alors ça, c'est un sujet, effectivement, c'est le premier sujet, un manque de mobilité sociale. Autrement dit, il y a chez nous beaucoup d'Einstein perdus, c'est-à-dire d'enfants talentueux, mais qui, issus de milieux défavorisés, n'acquièrent pas le savoir ou la vocation nécessaire pour exercer une profession à haute qualification. Il y a ensuite la politique d'immigration. Les immigrés aux États-Unis génèrent près d'un quart de la production totale de brevets et près d'un quart du nombre total d'entrepreneurs, alors qu'ils représentent à peine plus de 10% de la population américaine. Or, en France... c'est un sujet épidermique, et on l'a vu avec, il y a 10 jours maintenant, la loi présentée par Olivier Dussopt et par Gérald Darmanin. C'est un sujet, on a l'impression, dont on n'a pas le droit de parler, en fait, l'immigration économique. Comment est-ce que tu regardes Oui, alors d'abord, les chiffres aux États-Unis parlent d'eux-mêmes, mais c'est bien sûr le fruit d'une politique d'immigration américaine. Ultra-volontariste, qui sélectionne le talent. Par exemple, les GAFAM sont à la recherche des meilleurs informaticiens du monde et réussissent à les attirer. Il en est de même pour les universités américaines, que je connais bien. Donc là, il y a un lien fort qui peut être fait entre immigration et innovation. En France, c'est pas du tout ça, parce que c'est pas du tout le même modèle, la même politique d'immigration. La France a plutôt opté pour une immigration de main-d'œuvre peu qualifiés. Ouais. C'était le cas encore dans les années 70, lorsque les grands groupes industriels dans l'automobile, la pétrochimie, la métallurgie, etc., sont notamment allés chercher beaucoup de main-d'œuvre en Afrique du Nord, au Maghreb. Ensuite, il y a eu la politique du regroupement familial sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais c'est pour dire que, alors, depuis, ces groupes industriels ont délocalisé ou ont remplacé les ouvriers par des machines. Mais quand on regarde sur les postes qui ne sont pas délocalisables, le BTP, par exemple, vous allez sur n'importe quel chantier de bâtiment travaux publics en France, vous trouverez des immigrés. Et on continue cela. On va plus loin, parce que moi, c'est les syndicats. Ouais. Non, on ne parle plus français sur les chantiers, te disent les syndicats de BTP. Donc tu peux aller même beaucoup plus loin en ce qui concerne le BTP. D'accord, ok. Alors, le fait est que ces deux politiques qui sont menées de part et d'autre de l'Atlantique, on les voit aussi du point de vue de l'immigré. Si je suis un ingénieur de talent, un informaticien par exemple, est-ce que je vais cibler la France? Non. Je vais cibler un pays anglo-saxon où la rémunération pour un diplôme du supérieur est largement plus élevée. Attends, mais là j'ai une question justement. Oui. Si je cible pas la France, est-ce que c'est aussi parce que le climat politique, le débat politique sur l'immigration est un débat qui ferait fuir n'importe quel Quand tu vois les arguments sur lesquels Trump a été élu, ça n'a pas quand même refroidi
Trump, il a quand même fait la chasse aux Mexicains. Ça a refroidi. Tiens, on va voir, je l'ai déjà montré, ça a refroidi, Jérôme. Regarde le baromètre de l'attractivité mondiale. Ah, les États-Unis ont perdu. Mais bien sûr. Mais les États-Unis, et ça reste les États-Unis, recule de 2 places. Tout à fait. Donc je crois que c'est EY qui fait ce baromètre. Il reste devant la France. Il reste devant la France quand même. Non, mais ce que je veux dire, Singapour et la Suisse sont oui, bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'immigré, au contraire, si on n'a pas de diplôme, eh bien, la France, c'est un super pays, parce qu'on arrive avec un SMIC très élevé, plus élevé au regard de ce qui se pratique ailleurs. Je rappelle quand même que quand on perçoit le SMIC, on fait partie des 10% des gens les plus riches du monde. Et par ailleurs, toutes les dépenses de santé et d'éducation sont socialisées en France. Donc, autrement dit, quand on n'a pas de diplôme, la France, c'est super. Quand on est surdiplômé, qu'on est talentueux, les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, c'est super. Donc, pour aller vraiment, tu me dis, va plus loin, je vais jusqu'au bout. Si on voulait véritablement faire une politique d'immigration qui accueille les talents, ça voudrait dire qu'il faudrait être prêt à remettre en question notre système de redistribution auquel les Français tiennent tant. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Et est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Je ne suis pas sûr. Donc il ne s'agit pas simplement de dire allons chercher les Einstein. En plus, si on pense aux Einstein qui seraient dans nos zones d'éducation prioritaire, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'ascenseur social est encore plus en panne qu'il ne l'est en France. Non, mais je retiens ce que tu dis, c'est-à-dire c'est malheureusement une photographie de la situation du travail en général. Oui. C'est-à-dire, il vaut sous-qualifier dans une situation bien plus favorable en France qu'ailleurs dans le monde, surqualifié dans une situation bien plus délicate en France qu'ailleurs dans le monde. Et il y a juste, si tu me permets, un deuxième point que j'aimerais dire. Un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est... je ne suis pas sûre Est-ce qu'on est vraiment dans un immigré surqualifié et dans une situation inconfortable en France? Je ne suis pas sûre. Mais ce que nous dit Jérôme, c'est qu'elle sera meilleure que beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais il y a des aspects communautaires aussi. C'est-à-dire que les États-Unis ayant travaillé sur ces sujets-là, le Canada par exemple, depuis des années, les pays du Nord aussi depuis des années, il y a des vraies communautés et une réputation qui est faite et qui dit je vais trouver non seulement un environnement favorable, mais aussi des gens qui, comme moi, ont réussi et d'ailleurs se sont intégrés. Ce n'est pas forcément des communautés qui vivent dans un schéma communautaire. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui s'établit et effectivement que l'on n'a pas mis en place. Donc c'est pas tant parce que la situation, en fait, en France, on a de quoi offrir des jobs à des ingénieurs, à des médecins dont on manque. Les médecins, c'est un très bon exemple, puisque dans la diagonale du vide, on trouve des médecins généralistes roumains, et vous poussez la porte de n'importe quel hôpital, vous allez trouver des spécialistes venus d'autres continents. C'est un très bon exemple, mais les conditions de travail en médecine en France sont très bonnes, parce qu'on a de l'équipement dans nos hôpitaux, et puis on paye bien quand même. Alors, je sais que l'hôpital est en crise, mais on paye relativement bien par rapport à des gens qui exerceraient au Moyen-Orient, par exemple, et pour qui. Mais cela dit, je ne sais plus ce que je voulais dire. Réfléchis à ton deuxième point, Méka, comment est-ce que tu vois le truc? Non, mais c'est très intéressant. Je suis à la fois gênée et à la fois peut-être à l'aise pour en parler, puisque je suis issue de l'immigration. Mais alors, je voulais te poser la question, mais à quel stade? C'est-à-dire, tu es né en France? Ah non, je suis née à Téhéran, je suis un pur produit du lycée français à l'étranger, et donc c'est comme ça que je parle à peu près le français. À peu près correctement, à peu près correctement, et donc je suis ingénieure, je suis même, je dois dire, un enfant du nucléaire iranien, puisque le Shah avait mis 1 milliard de francs dans Eurodif en 1970 ou 71 pour remplacer le pétrole dont on disait que ça serait la fin dans les années 2000 et qu'il fallait le remplacer par le nucléaire. Donc, et puis en contrepartie, il fallait que la France donne des bourses à des, entre guillemets, talents étrangers dont j'ai pu bénéficier. J'étais boursière pour être ingénieur, médecin, chimiste, physicien, etc., pour travailler dans ces domaines-là. Donc, pour boucler la boucle. Pour finir par construire des immeubles. Pour finir par construire des immeubles, etc. Bah oui, parce que j'ai pas pu retourner, donc bon, c'est comme ça. Mais tout ça pour dire que quand même, je souscris tout à fait à ce qui est dit, vu d'un point de vue d'abord, la France a énormément perdu de son aura. Dans ma jeunesse, ceux qui étaient éduqués ou aspiraient à une éducation et à une culture étaient francophiles. Et dans ma famille, il y avait des débats entre comment vous envoyez vos enfants dans une école américaine, mais comment est-ce possible, etc. Donc il y a déjà un problème d'influence et d'influence de la langue. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'immigration en France aujourd'hui est constituée d'immigration avec toutes les aides qu'il y a pour tout le monde, et dont les immigrés. Et donc ça attire une certaine catégorie, c'est un appel d'air qui n'est fait... D'ailleurs,
on n'accompagne pas non plus avec toute la générosité, qui est la générosité. Alors moi, je suis intégrée complètement, il me semble, et francisée, si j'ose dire. Mais l'intégration ne se fait plus. On ne fait plus d'assimilation. Quand j'ai demandé ma nationalité française en 1983, on m'a à peine demandé si je parlais français. On m'a demandé si je voulais changer de nom et de prénom. Et on m'a dit, on vous écrira. J'ai reçu mon papier par la poste affranchi à tarif réduit. Alors, depuis, ça a changé. Mais on ne demande pas à ce que les gens parlent français. C'est vrai que sur les chantiers, maintenant, tous les affichages se font dans plein de langues, y compris le serbe, le croate, le je sais pas quoi. Bien sûr. Sans que les gens puissent parler français. D'ailleurs, c'est très intéressant. Certains chantiers qu'on peut aller visiter et que j'ai visités dans ma vie, je faisais des gestes pour me faire comprendre par les ouvriers, y compris pour demander mon chemin. Donc, c'est une transformation totale qui est faite. Et je crois qu'on ne pose pas la question, quand on parlait des États-Unis et du Canada, pour avoir travaillé pour la Caisse de dépôt du Québec pendant des années, il y a une immigration choisie, structurée et acceptée par la population. Et c'est vrai que l'attraction se fait non pas par les salaires, parce que quand on ajoute l'ensemble des avantages sociaux, en vérité, la France est plutôt bien payée. Parce que quand même, on ne paye pas pour la santé. C'est quand même, on ne se rend pas compte, mais aux États-Unis, on évite d'aller se faire soigner parce qu'on doit payer pour sa santé. D'un autre côté, il y a beaucoup moins d'arrêts de travail, d'une manière générale. N'ouvre pas des tiroirs, mais bon, mais c'est quand même, cette situation n'est pas une situation qui est réfléchie pour savoir comment on intègre les gens, comment on les forme, comment on leur donne la capacité de devenir de bons citoyens et d'être partie prenante de cette économie. Et quand on y réfléchit, évidemment, ils ne sont pas tous des voleurs, des malhonnêtes, etc. Mais ils ont besoin de retrouver une dignité. Et ça fait partie de la dignité, aussi bien des Français de souche que des autres, que de savoir intégrer convenablement cette immigration qui arrive dans ce pays. Tu as retrouvé ton deuxième point Oui, alors non, le deuxième point, je ne l'avais pas perdu, mais c'était ma réponse à Françoise que j'avais perdu. C'est que aux États-Unis, parmi les immigrés qui déposent des brevets, il y a beaucoup d'Européens. Il n'y a pas d'Américains qui déposent des brevets en France. Donc oui, on a les moyens d'accueillir, mais je veux dire, les États-Unis ils mettent beaucoup plus d'argent sur la table. Pour la recherche. Bien sûr, ça n'est pas qu'une question d'argent. Ça, c'était sur le point de l'immigration rapidement, légale. Alors, il faut qu'on marque une pause. Rapidement, parce que je sais que tu aimes l'hôtellerie et la restauration, je voudrais en dire un mot, parce que c'est un secteur qui est en crise. Mais bien sûr. Voilà, donc sur l'immigration illégale, il y a un phénomène planétaire massif que tout le monde connaît, c'est que les pays riches attirent des gens des pays pauvres. Voilà, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai partout ailleurs. Vous poussez la porte de la cuisine d'un restaurant, d'une brasserie, qui est-ce que vous trouvez à la plonge? Un immigré. Bien sûr. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Italie, en France, en Allemagne, c'est le cas partout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Soit on améliore les conditions de travail et on rehausse les salaires pour que des nationaux acceptent de pourvoir ces jobs. Mais ça veut dire que le consommateur doit accepter en salle de payer plus cher la facture, donc perte de pouvoir d'achat. Ou soit on continue à recourir à l'immigration avec des gens qui vont accepter des conditions que n'acceptent pas. Mais comme le dit Mecca, voilà, on l'assume, oui. on les intègre. On les intègre. Et on essaye de sortir de ce débat hystérique permanent qui ne fait les affaires de personne. Oui, mais à la fois, les Français veulent conserver leur pouvoir d'achat et les sondages nous disent que 70% des Français trouvent qu'il y a déjà trop d'immigration en France. Donc finalement, les Français ne veulent aucune des deux solutions. Je ne sais pas qui va faire des trous dans les rues pour changer les conduites de gaz. Hein bon, on marque une pause. On se retrouve dans un instant.